Bonjour et bienvenue dans Aimez-vous, le podcast du Centre hospitalier du Mans. Je suis Anne d'Orange, je suis praticien hospitalier en diabéto-endocrinologie sur l'hôpital du Mans et aujourd'hui nous allons aborder le thème de la prévention du diabète. Alors le diabète se définit par une augmentation permanente du taux de sucre dans le sang. C'est une définition précise puisque en général on la dépiste sur une prise de sang réalisée à jeun après 8 heures de jeûne et on parle de diabète quand le taux de sucre mesuré il dépasse 1,26 g par litre. Il faut 2 prélèvements pour le confirmer et en général on fait des prélèvements à mois d'intervalle. Et ça peut être également lorsqu'on retrouve une glycémie à n'importe quel moment de la journée au-delà de 2 grammes par litre. Donc quand il y a un de ces 2 éléments, en fait on parle de diabète. Le diabète du coup ça recouvre plusieurs causes. En général, la plupart du temps, on parle de diabète de type 2, c'est 90% des diabètes à peu près, qui est un diabète qui survient plutôt dans des âges un peu plus avancés, en général au-delà de 40 ans, mais on se rend compte que de plus en plus tôt, on a des patients qui deviennent diabétiques. Ce diabète-là, en fait, il est lié à ce qu'on appelle l'insulinorésistance. Alors si on reprend les choses un peu simplement, quand on mange, on amène du sucre dans le sang et ce sucre, il reste jamais comme ça en liberté parce que sinon il viendrait abîmer les artères. Il va dans une réserve et notre réserve en sucre, c'est le foie. Et ce qui permet de mettre en réserve l'excès de sucre, c'est une hormone qui s'appelle l'insuline, qui est fabriquée par le pancréas, quelques cellules dans le pancréas, qui fabriquent cette hormone quand il y a un afflux de sucre. Et cette hormone, son travail, c'est de faire rentrer le sucre dans le foie. Et quand on a un diabète de type 2, en fait, ce qui se passe, c'est que au niveau du foie, il y a comme une barrière à l'action de l'insuline, ce qui fait que le sucre a plus de mal à rentrer dans la zone de réserve. Et donc, du coup, ça demande un peu plus d'effort au corps qui fabrique l'insuline de manière plus importante. Et à terme, en fait, les cellules finissent par s'épuiser et c'est comme ça qu'il apparaît, en fait, un problème de régulation du taux de sucre dans le sang. Dans 10% des cas, on a un autre type de diabète. Donc, le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle le diabète de type 1. Donc là, c'est un diabète qui est un peu différent, qui essentiellement apparaît dans le jeune âge, donc l'enfance, l'adolescence, chez les jeunes adultes. C'est un diabète qui est assez fulgurant. Il apparaît en quelques mois. Alors, on sait qu'il est sans doute là depuis plus longtemps, mais en tout cas, il parle sur 3 mois à peu près et du coup lui il est lié au fait que brutalement les cellules qui fabriquent l'insuline ne travaillent plus et donc il y a plus de production d'insuline et donc il y a plus le mécanisme de mise en réserve. Donc ça, c'est les principaux types de diabète connus. Et puis, il y a quelques cas de diabète parfois liés à des maladies, parfois déclenchés aussi par des médicaments, parfois liés à des anomalies pancréatiques autres, notamment des cancers du pancréas ou des épisodes de pancréatite, inflammation chronique du pancréas. Et puis il y a une entité un peu à part qui est le diabète de la grossesse. Donc c'est un diabète qui apparaît exclusivement pendant la grossesse, en général à partir du 3e mois et qui est lié à la formation du placenta, qui est la zone d'échange entre la maman et le bébé, qui fait également une barrière en fait à l'action de l'insuline. Et ça, c'est une période importante de la vie d'une femme, puisque ce diabète gestationnel, ça va être également un risque plus tard de développer du diabète, et ça peut donner des risques pour les enfants également d'être ce qui est montré dans la littérature, en général plus souvent en surpoids dans l'adolescence
l'adolescence, qui conduit à plus de troubles de la glycémie un peu plus tôt dans la vie. De manière consensuelle sur le plan international, c'est une période dont on prend beaucoup soin, et notamment en termes de prévention, puisque c'est le sujet du jour. Alors, pour reconnaître des signes d'alerte dans le diabète, c'est un peu compliqué. Si on a un diabète de type 1, le corps, effectivement, va parler assez rapidement avec des signes tout à fait évocateurs, principalement une perte de poids, une envie de boire très importante, et puis une envie d'aller uriner également très importante, qui fait que parfois on arrive à boire plus de 3 litres par jour. Donc ça, c'est un signe de carence en insuline. Donc finalement, ça parle, c'est assez bruyant. Pour ce qui est du diabète de type 2, c'est beaucoup plus insidieux, puisque en général, au démarrage de la maladie, les glycémies sont plus basses, et du coup, elles n'entraînent pas ces signes. Donc le seul moyen de se rendre compte qu'on a un diabète, c'est d'aller faire une prise de sang chez le médecin traitant. Si on arrive avec un diabète de type 2 avec des signes comme ça, c'est que le diabète est là déjà depuis quelques mois, voire années, et que du coup, le taux de sucre est tellement important dans le sang que le corps ne fabrique plus assez d'insuline, et du coup, tous ces signes que je vous ai décrits, c'est vraiment le manque d'insuline, avec un moyen de défense de l'organisme d'aller uriner finalement du sucre, et puis ça amène l'eau également, enfin ça fait sortir l'eau, donc du coup on se déshydrate, donc on boit beaucoup en fait, et ça c'est des signes très importants de diabète. Dans le diabète de type 1, parfois il peut y avoir d'autres associations à d'autres maladies auto-immunes, des maladies à anticorps, puisque finalement c'est la problématique du diabète de type 1 où les cellules qui fabriquent l'insuline sont attaquées par des anticorps que notre corps fabrique, et du coup parfois ça peut s'associer à d'autres maladies, donc c'est des choses aussi qu'on peut surveiller chez des patients qui ont d'autres maladies auto-immunes. Alors, donc, pour arriver sur le thème prévention du diabète, donc il y a effectivement des actions à mener. La première chose, et qui est très importante, c'est la lutte contre la sédentarité. Donc ça a été vraiment reconnu avec des grosses études de plusieurs milliers de personnes qui ont comparé des personnes qu'on considérait comme sédentaires à des personnes qui faisaient environ 2h30 d'activité physique systématique en complément de leur vie quotidienne, et chez ces personnes-là, il y avait 30% de risque en moins de développer du diabète. Donc du coup, c'est un des messages clés de lutter contre la sédentarité, et pour ça, on va essayer effectivement d'amener la personne au quotidien à intégrer dans sa vie une activité physique en complément de sa vie quotidienne, même si au travail il y a de l'activité. En fait, l'idée c'est de mettre en place une activité systématisée. Donc souvent, moi, je me base un peu sur ce qu'aiment faire les patients pour essayer de trouver des moyens. Et puis actuellement, il y a quand même beaucoup de promotion de l'activité physique, donc ça peut être tout à fait simple avec la marche quotidienne ou du vélo. Et puis ça peut aller jusqu'à des sports plus systématisés, ou du sport en salle, ou mais une activité en fait en dehors de la vie. Et puis pour les gens qui ont plus de difficultés avec ça, c'est des messages simples comme se lever toutes les heures, essayer le plus possible de bouger dans la journée sans rester trop assis ou devant un écran. Donc ça c'est important, la lutte contre la sédentarité, parce que ça permet d'améliorer en fait l'utilisation du sucre par les muscles, et ça permet également de diminuer la résistance à l'insuline au niveau du foie. Donc finalement c'est un des mécanismes qui permet de réguler le taux de sucre dans le sang.
Alors c'est important aussi pour comme message de prévention finalement chez les enfants. Et du coup, nous on a une population privilégiée à qui on dit ça, c'est les patientes qui ont un diabète gestationnel. C'est un des messages importants qu'on passe justement pour leurs enfants à venir, et donc finalement les fratries, puisque en général voilà il y a des frères et sœurs, c'est d'essayer d'inscrire les enfants assez rapidement dans l'activité physique, que ce soit à l'école, mais que ce soit aussi sur des sports à côté, pour essayer de donner ce goût-là pour que plus tard, en fait, ce soit quelque chose qui soit inscrit dans la vie quotidienne. Voilà, donc un deuxième axe, c'est également un axe important, c'est l'équilibre alimentaire. Donc sur cette piste-là, il y a beaucoup de travail à faire actuellement, parce que c'est une grosse problématique de notre temps, l'accès à une offre alimentaire qui soit variée, qui soit de bonne qualité, hein, et puis le travail sur le comportement alimentaire. Donc là, je dirais que les messages principaux qu'on essaie de relayer et qui doivent être relayés aussi par les acteurs de santé au plus près des patients, notamment les médecins généralistes, c'est des messages simples de régularité alimentaire, avec des prises de repas régulières, en évitant les sauts de repas, parce que quand on saute des repas, bien souvent le repas suivant on s'alimente plus, et puis le corps qui est en attente va stocker un peu plus de calories qu'il ne l'aurait fait si les repas avaient été plus réguliers. Du travail sur le comportement alimentaire, essayer de travailler notamment chez les patients en surpoids à des réductions de quantité, avec un travail sur l'évaluation des portions, sur le contenant qu'on va utiliser, sur la façon de cuisiner, notamment de savoir si on fait des restes ou pas, et voilà. Et puis de travailler aussi sur le temps du repas, un temps qui doit être en général sacralisé, sans écran, et qui doit être un temps où on prend son temps, donc où on mange doucement pour essayer de ressentir les choses, notamment la satiété, et s'arrêter finalement quand le corps est rassasié. Donc ça, c'est une grosse partie du travail. Et puis après, il y a toute la partie travail sur l'équilibre alimentaire. Et donc là, c'est les recommandations connues et habituelles et qui sont portées par le plan national nutrition santé, notamment la variété alimentaire, notamment le fait de consommer des fruits et des légumes tous les jours, de varier les sources de protéines, de varier les sources de sucre lent, d'essayer d'éviter les sucres rapides type soda, essentiellement ça, type bonbons, type gâteau, et puis d'essayer de maîtriser aussi la consommation en matière grasse. Donc ça, c'est sur des façons de cuisiner, des façons d'acheter aussi en supermarché, de privilégier en fait le fait à maison, et pas le plat cuisiné du commerce, qui est en général assez enrichi en sucre et en gras, et qui conduit à toutes les difficultés du poids. Donc clairement, on est sur une trajectoire où on essaie de revenir sur une stabilité du poids, ou une perte de poids, puisque c'est ça qui permet d'éviter que la barrière et l'insulinorésistance se mettent en place, et du coup qui permet que l'insuline produite en quantité suffisante régule dans le sang le taux de sucre. Et toutes ces mesures-là, il faut essayer de les maintenir à long terme, et c'est ça qui est un peu plus compliqué, puisque parfois en fait on est motivé pour mettre en place des choses, et puis c'est un combat un peu quotidien pour
réaxer l'alimentation et finalement il faut toujours s'intéresser à ça à chaque repas, et on est confronté à chaque repas à la difficulté de savoir qu'est-ce qu'on met dans l'assiette. Donc voilà, c'est vraiment un travail quotidien et important, et je pense que ça c'est pareil, c'est un message clé qu'on doit mettre en place dans l'enfance, en essayant de ne pas être trop dans la contrainte et l'aspect rigide, mais en essayant de faire découvrir aux enfants progressivement les légumes, les fruits, la variété alimentaire, la cuisine, voilà, quelque chose qui peut être aussi finalement une éducation à ce que c'est qu'une alimentation équilibrée. Et actuellement, c'est vraiment très important d'axer le travail là-dessus quand on voit ce qui se passe dans les populations adolescentes et de jeunes adultes en termes de surpoids et d'obésité. Voilà, et donc le maintien à long terme de tout ça, c'est la clé. Et puis un dernier point aussi que je voulais aborder, c'était la consommation d'alcool. Donc l'alcool, c'est toxique pour certains organes, donc le foie, mais également les cellules bêta du pancréas qui peuvent être, lorsqu'il y a des épisodes d'inflammation du pancréas, qui peuvent être abîmés également, et du coup des conduites alcooliques peuvent parfois entraîner des inflammations du pancréas qui entraînent aussi la mort des cellules qui fabriquent l'insuline, et donc voilà, j'ai des patients qui vont se retrouver plus rapidement à nécessiter des traitements pour un diabète et des traitements de type insuline. Alors, donc comme je disais, en fait, dans le diabète de type 1, le dépistage est compliqué puisque c'est un diabète qui apparaît très tôt dans la vie et qui apparaît très brutalement. On parle de dépistage plutôt pour les diabètes de type 2. Et dans ces cas-là, en fait, ce qui est recommandé par la Haute Autorité de Santé française, c'est de dépister toutes les personnes de plus de 45 ans qui ont un facteur de risque parmi ceux que dont je vais vous parler tout de suite. Donc ça fait finalement beaucoup de monde, puisque on dépiste chez les personnes qui ont déjà un surpoids. Donc le surpoids, en fait, c'est défini par l'indice de masse corporelle, qui est un calcul qui se sert du poids et de la taille du patient pour estimer en fait son degré de surpoids. Et quand on a un indice de masse corporelle au-delà de 28 kg par mètre carré, on commence déjà à parler de surpoids. Et au-delà de 30 kg par mètre carré, on parle d'obésité, avec différents grades en fonction du poids. Donc ça représente finalement beaucoup de personnes. On s'intéresse aussi à dépister le diabète chez des personnes qu'on considère sédentaires. Donc c'est des personnes qui feraient moins de 30 minutes 3 fois par semaine d'activité physique en dehors de leur vie quotidienne. Il y a également un peu plus de diabète dans des populations migrantes, puisqu'il faut savoir que le patrimoine génétique caucasien protège un peu plus du diabète que certains autres patrimoines génétiques, notamment des gens qui viennent d'Asie, ou des gens qui viennent du Maghreb, qui ont en fait qui naissent avec un patrimoine génétique plus à risque de développer un diabète de type 2. Donc ces populations-là, on y fait également un peu plus attention en termes de dépistage. Comme j'avais dit auparavant, donc un des facteurs de risque également, c'est le diabète pendant la grossesse. Donc ça concerne quand même 20% des femmes qui attendent un enfant. Ou un autre facteur de risque, c'est quand on a un enfant qui pèse plus de 4 kilos à la naissance. Donc ça s'appelle une macrosomie, et c'est en général une conséquence d'un diabète pendant la grossesse.
On s'intéresse aussi à dépister le diabète chez des personnes qui ont des antécédents dans la famille de diabète, puisqu'il y a une hérédité dans le diabète de type 2. Et surtout si les diabètes sont dans les fratries ou chez les ascendants du premier degré, c'est-à-dire les parents. Donc toutes ces personnes-là, on les dépiste. Et puis enfin, on dépiste 2 catégories de personnes, les gens plus précaires, puisque la précarité en général elle est liée à des problèmes d'alimentation et des problèmes de sédentarité, donc c'est des personnes plus à risque. Et puis on dépiste aussi chez des gens qui prennent certains traitements qui favorisent l'apparition du diabète, donc par exemple des traitements immunosuppresseurs, des traitements par corticoïdes, des traitements à visée antidépressive ou antipsychotique pour des patients qui ont des problématiques de maladies psychiatriques. Donc ça, c'est des patients plus à risque aussi de développer un diabète de type 2. Vous venez d'écouter Aimez-vous, le podcast du Centre hospitalier du Mans. Si vous avez aimé cet épisode, commentez, likez et partagez. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode.